Bien, bonjour à tout le monde. Et je vais me présenter rapidement, je suis à l'université de Lille, au CUEP, dans le laboratoire CIREL. Je voulais aussi vous dire, pour me présenter, qu'avec Noël, on a un parcours un peu expérientiel en commun. Il a commencé par l'apprentissage dans les métiers de la mécanique. Moi, j'ai commencé par l'apprentissage en agriculture. On a un certain nombre de références en commun, je suis bien apprécié ce qu'il a dit. Ça nous renvoie à des origines et à des fondements qu'on oublie parfois un petit peu dans les formes de rationalisation qu'on essaie de développer aujourd'hui sur l'alternance. Alors je vais vous dire un petit peu d'où je parle, très très vite, histoire de me présenter. J'ai mis sur ma diapo l'université de Lille, Cyril, bon ça c'est l'institution, Cyril Trigone c'est le laboratoire. J'ai mis aussi le logo de la région Nord-Pas-de-Calais et je ne leur ai pas demandé leur avis, mais c'est simplement parce que je vais partir principalement de nombreuses expériences de développement de la qualité d'alternance que j'ai eu le plaisir de conduire dans la région Nord-Pas-de-Calais pendant presque une quinzaine d'années, depuis que je suis à Lille, c'est-à-dire mon arrivée à Lille, c'était en 93. Donc des programmes État-région autour de comprendre l'alternance et développer sa qualité dans différents métiers, dans Formasup, le directeur de Formasup est ici, dans les écoles de cadre, dans les écoles de santé et dans de nombreuses institutions. Dans nos dispositifs, on a aussi à Lille donc 500 adultes en formation, quasiment tous en alternance, donc ça fait de nombreuses expériences. Donc au-delà de ces expériences de formateurs, d'enseignants, de développeurs, de concepteurs, de l'alternance, bon, il y a une couche recherche quand même assez significative. Mais j'ai un peu de mal à délier toutes ces postures. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler comme un citoyen qui porte un regard sur l'alternance, un peu averti, certes, j'espère, mais pas, je ne vais pas prendre la posture du chercheur strictement. Contrairement à Noël, je suis un très bon élève et j'ai choisi de répondre aux 10 questions. Mais il ne m'en voudra pas, il me connaît suffisamment. Et la première diapo est un petit peu chargée parce que la question est très lourde. Quand je l'ai lu, je me suis demandé combien de temps j'allais mettre à répondre à ça. J'en avais déjà pour 2 jours, là. Bon, tension, j'ai rajouté antagonisme. Parce que la tension, pour moi, c'est une émergence à un moment donné. Ça peut être un conflit, une souffrance, on en a parlé tout à l'heure. Ça peut être des manifestations quelconques qu'on regarde souvent de manière un petit peu difficile. Et l'attitude la plus fréquente, c'est de vouloir les réduire, alors que c'est peut-être à partir de ça qu'on peut apprendre le plus. J'ai repris un petit peu plus conceptuellement l'idée d'antagonisme, plus exactement de logique antagonique de Jacques de Morgon, qui fournit plusieurs modèles d'antagonisme et de logique antagonique qui m'ont été tout à fait qui ont été intéressantes pour lire un petit peu ces formes antagoniques, qui sont productrices et pas simplement lieu de souffrance. Alors, je ne peux pas répondre à tout, mais je vais prendre quelques exemples. Je les ai regroupés en 3 paquets, hein. Vous pouvez le voir au tableau. Politique et socio-professionnel. Ça, c'est un peu le macro-niveau dans notre jargon. Des sujets apprenants des organisations, en rapport avec les organisations, ça serait plutôt le niveau micro et intermédiaire. Et au niveau des acteurs de l'alternance, responsable, conception, organisation, je pense que là, je ferai l'impasse. Je vais simplement en citer quelques-unes. Au niveau politique, il y a de nombreuses idéologies en tension et des logiques antagoniques extrêmement fortes, où les systèmes d'idées sur l'alternance se bagarrent, quoi. Moi, quand je suis arrivé à Lille, en 93, Anne-Catherine est là, elle peut témoigner, l'alternance dans l'université n'avait pas bonne presse. Parler d'alternance dans l'université, c'était passé pour un suppôt du patronat. Enfin bon, c'était vraiment, j'ai tout entendu, quoi, hein. Pour les gens qui me connaissent, c'est pas tout à fait ça. Bon, je prends des exemples un peu triviaux, mais pour dire que ces tensions idéologiques sont extrêmement étaient, et elles sont encore parfois extrêmement fermes, même si ça a beaucoup évolué en 20 ans sur ce que j'ai pu observer. Puis tensions politiques aussi, hein, parce que quand j'ai créé l'UP, je vais prendre cet exemple-là, c'était en 93 et 94, eh bien, j'avais à ma gauche la CGT et à ma droite le MEDEF, pour être parfait dans les illustrations spatiales. Et
en fait, effectivement, ils disaient absolument pas la même chose. Mais moi, ce que j'observais, c'est que leur représentation et leur conception de l'alternance était extrêmement étriquée, quoi. Enfin, je ne veux pas me mettre au-dessus de la mêlée, mais c'était aussi mon rôle, extrêmement étriqué. Je peux même vous dire que quand je les ai rencontrés dans leur bureau individuellement, c'est-à-dire en lieu plutôt fermé et individuellement, ils disaient à peu près la même chose. Bon, c'est pour vous dire que ces logiques antagoniques, ça peut avoir un sens formatif, ça peut avoir un sens idéologique, ça peut relever d'une doctrine parfois, comme dirait Morin, quand c'est poussé, quand c'est exacerbé, mais que ça ne nous aide pas toujours à faire des choses. Attention aussi pour l'action, parce qu'après, la première mission qui m'a été confiée au niveau de la région, c'était de développer la qualité de l'alternance. Donc il y avait un plan à 3 ans pour commencer en général, puis après un plan à 5 ans avec Formasup, après un plan à 3 ans avec les infirmières. Enfin bon, j'ai donné pas mal dans ce registre-là. Et en fait, la région attendait de moi et de mon équipe simplement une chose, c'est que je leur donne des cadres stricts pour dire la qualité c'est ça, la qualité ça se norme. En fait, c'est le modèle industriel qu'ils voulaient. Et puis, c'était des modèles de contrôle et plus ou moins qui devenaient à terme plus ou moins injonctifs. Je vais extrêmement vite, bien sûr. C'est plus nuancé que ça. Et j'ai refusé d'entrer dans ce modèle en leur disant, moi, je sais, enfin, je prétendais, je crois que je sais un petit peu, aider les gens à développer ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire partir de leur expérience. Je ne vais pas reprendre tous les modèles de Noël, puisqu'il les a parfaitement décrits. Partir de l'expérience, les aider à raconter leurs expériences pour les aider à redéployer, requalifier ce qu'ils font. C'est de l'accompagnement. On peut le faire au niveau individuel, on peut le faire au niveau collectif, semi-collectif, on peut le faire au niveau institutionnel, organisationnel, politique. Et ça, si vous voulez que j'en parle, je peux en parler. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau des logiques de conception. Je pense qu'actuellement, une des clés de développement de la qualité de l'alternance, c'est de travailler avec les responsables, les pilotes, les concepteurs de l'alternance aux différents niveaux, que ce soit au micro, au méso ou au macro niveau. Il y a une grosse demande là-dessus. La dernière en date, c'est au niveau du... Enfin, l'année dernière, j'ai travaillé pour les MFR au niveau des directeurs d'organisation alternance. J'ai la même demande pour le 3CA-BTP cette année. C'est-à-dire les pilotes de l'alternance aujourd'hui, les équipes de pilotage de l'alternance ne savent plus trop quelle pièce ils coûtent parfois. Donc là, je crois qu'il y a des perspectives. Je vais simplement, Noël en a parlé, donc je ne vais pas insister, sujet apprenant et organisation. Je crois que les plus grosses tensions au niveau micro, c'est le deuxième niveau de ma diapo. Je prendrai que cet exemple-là, c'est le rapport entre sujet, expérience, savoir, compétence. Enfin, c'est les grands mots qu'on met bout à bout, dont quelquefois sur le concept de sujet, bon, ça va à peu près. Sur le concept d'expérience, on y voit à peu près clair. Savoir, on sait aussi. Compétence, on n'y voit pas bien clair. Encore, de mon point de vue. Je pense que, du point de vue de l'apprenant, je vais le dire de manière très simple, le gros problème à résoudre aujourd'hui pour la qualité de l'alternance, c'est d'aider les concepteurs, les accompagnateurs et les formateurs à aider les apprenants à faire des liens entre ces différentes formes de savoir. En prenant pour point de départ l'expérience, sans exclure de partir par les savoirs. Parce que la récursivité, expérience et savoir ne me gêne absolument pas. On peut partir par un bout ou par l'autre. L'expérience, le principal, c'est que les apprenants arrivent à produire du sens en métissant ces différentes formes de savoir par rapport à leur projet. Et donc après, il y a tous les processus d'élucidation, d'explicitation, de mémoirisation, de mémorisation, de mise en mémoire dont Noël a parlé, j'insiste pas là-dessus. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est de prendre en compte ces singularités dont tu as parlé, c'est de former les concepteurs, les enseignants et les directeurs à générer des dispositifs susceptibles de prendre en compte ces singularités. Or, aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que les dispositifs, on en parlera tout à l'heure, je pense, tendent plutôt, à mon avis, à homogénéiser plus qu'à à prendre en compte les singularités. Et là, je crois que là, il y a une tension fondamentale qui devient ingérable si elle n'est pas mise en recherche ou mise en ingénierie. Alternance, dispositif. Alors, je suis bon élève, hein, je vais aller jusqu'où je peux, peut-être que jusqu'à la 5e, mais après on verra. Je vais prendre les questions, donc une revue de questions. Alternance, dispositif, processus, méthode pédagogique ou conjonction des trois.
Euh, alors, j'ai fait un peu des réponses de Normand, je suis vendéen, mais dispositif, ou possiblement oui. Bon, je sais que c'est à la mode aujourd'hui de parler dispositif. Tout dépend de ce qu'on entend par dispositif. Quand on voit les définitions, ça varie énormément. Pour moi, bon, c'est quelque chose de repérable, hein, un artefact organisé, organisant, qui met en tension des projets espace-temps, des modes pédagogiques et didactiques, et puis qui met tout ça en rapport avec le travail, la didactique pouvant, ou la pédagogie pouvant concerner aussi bien le travail que l'école. Un dispositif, oui. S'il est bien conçu, oui, dans le sens où j'ai parlé tout à l'heure. Et je pense que la qualité des dispositifs de l'alternance demande effectivement un travail de réflexion et de conception extrêmement élaboré que toutes les équipes ne sont pas prêtes à faire. En général, c'est fait par des individus. Ce qu'on a repéré dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est que là où ça fonctionnait bien, c'est quand il y avait un minimum, une des clés qualitatives, c'était un travail collaboratif, comme disent les Canadiens, ou coopératif, comme on dit nous, c'est-à-dire quand il y avait un minimum de conception collective de l'alternance. Et ça, vous savez comme moi que dans l'enseignement supérieur ou dans l'enseignement classique, le travail en équipe, ce n'est pas forcément toujours notre fort. On a un peu de mal là-dessus. Mais dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles d'infirmières, dans toutes celles, dans les maisons familiales évidemment aussi, toutes les équipes qui ont réussi, enfin tous les groupes qui ont réussi à se mobiliser sur un travail de co-conception ont gagné énormément de points en qualité, en peu de temps finalement, en 1 an, en 2 ans. Un processus, oui, si, toujours. Alors, processus, bon, il faut s'entendre là-dessus. Quand on regarde les définitions des processus, moi je ne suis pas trop d'accord, c'est souvent... on désigne comme processus un agencement entre des processeurs. Bon, processeur et processus, c'est pas la même chose. Processeur, c'est ce qui génère les processus. Pour moi, le processus dans l'alternance, c'est d'abord un processus humain. Donc, l'alternance peut être processus, oui, à plusieurs conditions. J'ai mis celle d'appropriation et d'autodirection. C'est clair qu'un apprenant, un apprenti qui est orienté dans un métier sur lequel il n'a aucune vision, aucune visibilité, et qui est là par obligation, c'est difficile de s'approprier les choses. Bien que certaines orientations par défaut donnent des choses extrêmement fiables à certains moments, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des prises de conscience qui font que ça évolue. Il y a la notion d'autodirection. En tout cas, le processus, c'est quand le processus généré conduit à des intégrations, c'est-à-dire à des apprentissages singuliers, propres à l'apprenant, particuliers, propres à des contextes, mais qui soient reconnaissables dans des universaux que sont les savoirs ou que sont les standards revendiqués pour tel ou tel diplôme. C'est évident. Donc c'est ce jeu un peu complexe, passer du singulier au particulier, au standard, à l'homogène, qui est un peu difficile à faire. Et je crois que là-dessus, il y a vraiment un beau travail à faire. Méthode pédagogique, toujours oui, si. Alors les méthodes pédagogiques, quand vous lisez les bouquins, il y en a autant. Alors c'est des modes, hein, pédagogie active, les méthodes actives, les jeux, les simulateurs, ça c'est très à la mode. Pédagogie inductive, PBL, Problem Based Learning, apprentissage par problème. Pédagogie classique, transmissible, bon, on peut le lire. Et puis après, il y a les auteurs dont Noël nous a longuement entretenus. Je crois qu'on peut inventer une vraie pédagogie de l'alternance qui peut emprunter à chacune ou plus ou moins à chacune des pédagogies que j'ai citées avant. Je crois qu'on peut inventer un modèle pédagogique de l'alternance qui pour l'instant reste un peu un impensé, comme dit notre collègue Mauban. Mais je crois qu'on peut faire quelque chose d'original en termes de pédagogie de l'alternance. J'ai noté quelques mots-clés qui me semblent importants. Dès lors qu'il y a une stratégie conçue, stratégie, hein, c'est projet, ressources, contraintes, espace-temps, hein, plutôt que tactique, que j'oppose un peu à tactique. Aujourd'hui, on passe son temps à répondre à des injonctions extérieures, à des micro-injonctions qui fait qu'on ne sait plus où on va. Donc, s'il y a une vraie stratégie collective, conçue, pensée, pilotée, organisée, multifinalisée, et là j'insiste, parce que souvent, l'alternance est récupérée par un camp ou par l'autre. C'est l'école qui met l'entreprise à son service ou qui considère que l'entreprise est à son service pour faire des stages. Inversement, on trouve les rapports inverses. Hein. C'est l'entreprise qui considère que l'école, etc. Mettre en place un modèle pédagogique à vocation d'équilibration majorante entre ces deux
choses, c'est-à-dire cette alternance binaire qu'on décline très souvent entre école-entreprise, théorie pratique, et etc., enfin, qu'on décline toujours en binaire, comme l'a dit Noël tout à l'heure. Dès lors qu'on arrive à en faire quelque chose d'un peu ternaire, ça fonctionne. Effectivement, à la suite des origines que Noël a citées aussi, il y avait aussi, on avait le trio de chercheurs tourangeaux à l'époque, puisqu'on est de la même école, Lerbet, Bachelard, pas Gaston, mais Paul et Pinault, qui parlaient volontiers entre eux de temps plein de formation à scolarité partielle. J'ai trouvé cette expression assez originale, parce qu'elle est toute simple à comprendre, mais considérer que le travail est formateur, je crois que c'est déjà dans la tête, quoi. Parce que dans la tête de beaucoup d'enseignants, enfin ce que je vois à l'université, c'est ce qui est éducatif et formateur, c'est ce qui relève de l'école. Et le travail est un lieu d'expérimentation ou un lieu d'application. C'est pas Frédéric qui va me démentir. Quand je suis arrivé dans de nombreuses écoles d'ingénieurs, d'ailleurs ça existe encore, ou dans des grandes écoles, le stage est un lieu d'application. Vous demandez au directeur de l'école d'ingénieurs comment il considère l'alternance et l'entreprise, c'est un lieu d'application des théories apprises à l'école. Je trouve ça quand même passablement réducteur. Donc il y a un gros travail à faire sur les conceptions et ça se fait bien, ça marche, ça bouge un peu, il y a des tensions, mais ça se fait bien. Troisième espace-temps différent. La question des espaces différents, bien sûr, je pense, mais pas seulement des espaces. J'y rajouterai volontiers temps et projet, parce que c'est espace-temps et projet, j'ai mis au pluriel, parce que si ces espaces sont simplement juxtaposés, pour revenir au modèle de Bourgeon à l'origine, ça ne peut pas fonctionner, quoique, dans des modèles juxtaposés, si des apprentis ou des apprenants ont des bons projets, tout seuls, sans être aidés, ils s'en sortent, mais ce n'est pas la majorité. Dans des modèles associatifs, ça peut marcher, mais passer un partenariat contractuel ou statutaire avec une entreprise, ça ne suffit pas. Si on se met dans des stratégies intégratives, c'est-à-dire pour se mettre un peu d'accord entre l'école et l'entreprise, pour dire vite, pour aider les gens à s'approprier des choses, à développer ce que j'appelle des intégrations, que ce soit des apprentissages petits ou grands, peu importe, c'est là que ça devient intéressant. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, sur la question des espaces différents, mais je pense que la question des espaces est importante, quoi. On ne peut pas générer autant de différences dans le même espace. Quoique, j'ai vu un modèle intéressant un jour, quand j'étais avec des collègues, on avait été visiter des chantiers écoles, c'était dans les premiers chantiers d'action recherche qu'on menait dans le Nord-Pas-de-Calais, où l'espace de travail, qui était un espace un peu artificiel quand même, hein, chantier école, c'est pas tout à fait en vraie grandeur, il y avait une salle sur le lieu de travail, où à chaque fois qu'il y avait un problème qui se posait dans le faire, on se retirait, on sortait, et puis on allait traiter le problème, qu'on mathématisait, qu'on mettait en termes de discipline, pourquoi pas. J'avais trouvé ça tout à fait intéressant. Adéquationnisme, moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas beaucoup. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'adéquation possibles. J'ai mis le premier, inventif. Je crois qu'entre métier et profession, je pense que l'alternance peut nous aider à interroger les métiers et les professions, plus qu'à tenter d'appliquer les modèles actuels et de les mettre en système de formation. C'est-à-dire prendre un peu les choses à l'envers. Je crois que là, il y a quelque chose à faire. En tout cas, l'adéquationnisme, à mon avis, ces tentatives de rapprochement ou d'adéquation génèrent aussi des décloisonnements que je trouve intéressants. A contrario, décloisonnement formatif, disciplinaire, institutionnel. Ça génère des tensions et ça génère des choses tout à fait nouvelles. On a vu les progrès dans l'université depuis 20 ans, c'est évident, quoi. Adéquation et tension pédagogique, partenariat, l'école-travail, adéquation école-travail. Là encore, on est dans une approche un petit peu binaire. Moi, je pense que s'il y a une adéquation à faire par ce niveau-là entre l'école et le travail, c'est pas tant en essayant de référencer les savoirs au mieux, même s'il faut le faire. C'est pas tant en essayant de décrire l'activité au mieux, même s'il faut le faire. Je suis prudent. Je crois que c'est plutôt d'organiser des espaces d'apprenance
où l'adéquation se fait par le tiers, c'est-à-dire par le tiers inclus de l'alternance, par le tiers apprenant, c'est-à-dire faire confiance à l'apprenant et l'accompagner. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça me paraît être une des clés qualitatives de l'alternance, c'est-à-dire développer une conception ternaire de l'alternance qui repose sur l'apprenant qui finalement s'approprie les choses de manière singulière et particulière, encore une fois avec l'exigence de le faire reconnaître dans des standards. Je ne veux surtout pas opposer les choses. Donc, adéquation, je pense pas aujourd'hui que ce serait en décrivant au plus près le métier d'infirmière ou la profession d'infirmière qu'elle est devenue, qu'on produirait les meilleurs référentiels de formation. Sur les cadres, versus pédagogie de la réussite, là-dessus j'aurais beaucoup à dire. J'avais écrit un petit article dans l'éducation permanente il y a quelques années. Juste quelques réflexions. Les cadres les mieux faits ne garantissent rien. Je crois que ça se saurait s'il suffisait de prévoir et d'organiser en amont pour obtenir à tous les coups des bons résultats. Il y a longtemps qu'on aurait la clé. Or, il y a des aléas, il y a l'action, et effectivement, apprendre de ces aléas, apprendre du désordre de la vie, du désordre de l'activité professionnelle, qui n'est pas toujours bien sûr ordré. Je crois que c'est aussi une grande qualité. Les cadres les mieux faits, à mon avis, ils sont nécessaires, les cadres, hein, mais tout dépend de la manière dont ils sont faits. Je crois qu'il y aurait beaucoup à dire sur la qualité et la manière dont ils sont faits. J'ai vécu ici, il y a maintenant presque 20 ans, des séances sous la houlette du ministère de l'Agriculture pour transformer les enseignements en alternance, en pédagogie par objectif de l'alternance. Je vous assure que ça n'a pas donné que des bons résultats. Ça a généré beaucoup d'exclusion, beaucoup de souffrance aussi, beaucoup de réduction, beaucoup de détermination externe, qui fait que toute l'essence et la substance de l'alternance dont nous a parlé Noël en amont étaient niées, voire déniées. Ces dénis de complexité ne nous emmènent pas loin. Alors, bien sûr, il faut des références, mais attention à la manière dont elles sont conçues. Je crois que là, il y aurait vraiment un vrai travail à faire là-dessus. Et puis, surtout à la manière dont elles sont appliquées versus utilisées. C'est-à-dire comment des concepteurs utilisent ces systèmes de référence pour les mettre en œuvre. Et dans les accompagnements des écoles d'infirmières, c'est là-dessus que j'ai insisté. Et ça donne des résultats quand même assez encourageants. Bon, le modèle inverse, c'est les modèles inventifs, je pourrais en parler longuement. Ça renvoie à des modes de rationalisation tout à fait différents. Là, je les oppose un peu théoriquement, hein, entre les rationalités substantives et les rationalités procédurales. Ça, c'est Simon. Et on retrouve les mots qui ont été dits ce matin, qui ont été dits tout à l'heure, où les mots-clés, c'est travail en vraie grandeur, accompagnement, production de savoir, ce qui n'exclut pas la consommation, évidemment. Je vais peut-être arriver à la 6e, mais je vais la laisser tomber parce que la matrice métier s'affaiblit-elle? Je veux aussi quelques réponses là-dessus. Les effets de l'alternance, j'aime bien cette question parce que je crois que ça génère beaucoup de désordre, l'alternance. Et à partir du désordre, on peut apprendre. Et je crois que ça peut nous aider à complexifier nos conceptions, autre regard, penser le socio-professionnel, l'organisationnel, l'apprenant. Entre le micro, le méso et le macro-niveau, je crois que ça, c'est très important, à aider des formateurs à comprendre les enjeux sociopolitiques, à comprendre les enjeux formatifs, à comprendre les enjeux organisationnels. Et je crois qu'au fond, c'est la grande question des directeurs qui sont placés à l'interface entre le macro et le micro, qui ont du mal, qui se mettent en position de soumission par rapport au macro, qui veulent reporter sur le micro des modèles tout faits et qui génèrent des contre-productivités à tous les niveaux, qu'elles soient structurelles, qu'elles soient fonctionnelles ou qu'elles soient humaines en finale, et qui génèrent beaucoup d'exclusions. Bon, j'ai pas tenu les affaires. Je crois que vous nous avez mis dans une situation impossible, je le dis. Encore quelques minutes. Je vais peut-être prendre encore quelques minutes pour travailler cette tension fondamentale qui nous préoccupe aujourd'hui, qui préoccupe beaucoup les chercheurs, je crois, et puis aussi les concepteurs de l'alternance, c'est la question des certifications et ou de la professionnalisation.
je ferai le pari que une des qualités de l'alternance, ce serait de pouvoir relier les deux. C'est-à-dire d'être capable de relier l'ordre et le désordre, comme dit Jean-Pierre Dupuis, par une auto-organisation, c'est-à-dire un système interface bien pensé, pour reprendre le terme d'André Gey. Je crois que ça, je vous ai reproduit quasi texto les 5 points des conclusions d'un séminaire que j'ai organisé l'année dernière avec des directeurs de centres de formation. C'était des métiers de bouche. On a fait les conclusions autour de ça. Et j'étais chargé de les aider en 3 séminaires de 2 jours à faire leur projet à 5 ans, quoi, en gros. On est tombé assez vite d'accord sur ces grandes conclusions. Pour développer la qualité de la formation, la certification, certes, est importante, mais une des grandes fonctions de l'alternance, ça serait d'anticiper et d'accompagner les développements des métiers. C'est-à-dire apprendre des stagiaires, apprendre des apprentis, apprendre des tuteurs, apprendre des entreprises, pour essayer de s'en inspirer, pour repenser la manière dont on enseigne, certes, mais aussi la manière dont on crée des environnements formatifs et la manière dont on conçoit les dispositifs en final, quoi. Et je pense que cette vision, alors Noël mettrait bien la notion de culture derrière tout ça, mais je reste peut-être un peu plus simple en disant développement des métiers. Favoriser la formation et l'accueil des jeunes, je crois que ça c'est extrêmement important. L'alternance, c'est pas n'importe quoi. Alors accueil dans l'école, mais accueil aussi dans l'entreprise. Je crois que là-dessus, il y a un énorme travail à faire. On ne se rend pas compte à quel point des jeunes, apprentis infirmières ou n'importe, ou apprentis dans n'importe quelle école, et peut-être plus ils sont jeunes, plus c'est difficile, mais c'est vrai aussi pour les adultes. La fonction accueil, la fonction prendre place dans l'organisation est une fonction excessivement difficile, excessivement risquée, et tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, excusez-moi, mais ou font comme si ça n'existait pas. Alors que là, il y a véritablement matière à travailler. La pertinence des stratégies pédagogiques, je crois que là, c'est vraiment l'accompagnement, dans le sens où Noël l'a explicité. Stratégie pédagogique, c'est-à-dire qui viserait peut-être tout autant à créer des environnements formatifs, des situations où on peut apprendre, qu'à prédire ou prescrire la nature des savoirs à apprendre, qu'ils soient théoriques ou professionnels. Je crois que le double mouvement est intéressant. Ce travail de description, prévision des savoirs transversaux, des savoirs théoriques méthodologiques et des savoirs professionnels, bien référencés, encore une fois, le bien étant relatif évidemment, est intéressant à faire, mais je crois qu'il faut vraiment être très très attentif à ce que les gens apprennent. Si l'alternance devient un processus d'enregistrement de choses préprogrammées ou une sorte de dressage à des situations préformées, je pense qu'on n'ira pas loin avec ces affaires-là, quoi. Accompagner les développements professionnels, je crois qu'il faudrait s'attaquer à la notion d'alternance longue, c'est-à-dire aux continuités et ruptures dans les parcours, aux bifurcations professionnelles. Dans nos dispositifs aujourd'hui, on a des gens qui viennent du management, qui viennent de l'entreprise, qui viennent de la banque assurance, qui viennent de la vente, qui viennent des métiers où ils sont usés, quoi. Ils sont citronnés, ils ont donné 5 ans, 10 ans, ils sont morts. Psychologiquement, professionnellement parfois. Là, je pense que remettre ces gens à l'œuvre et à l'ouvrage d'apprendre, c'est un gros travail. Et là, je pense que débriefer ces expériences lourdes, qui ne sont pas simplement de l'ordre de l'activité, mais de l'ordre des grands apprentissages, qui sont parfois des casseroles à traîner, parce que l'expérience, ce n'est pas toujours positif pour les gens dont je vous parle. Donc dépasser, s'approprier, transformer, y compris ces savoirs, ces expériences lourdes, parfois douloureuses, en savoir, c'est pas simple. Mais je pense que dans les formations d'adultes, c'est tout à fait essentiel aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment un gros travail à faire. Et suivi de l'insertion professionnelle, c'est aussi tout à fait important. Bon, je ne vais pas trop insister en disant que peut-être... pardon, j'ai tout éteint, c'est pas grave. Peut-être... un des grands principes qui m'anime, en tout cas, autour de tout ça, c'est, quel que soit le mode d'intervention, que ce soit dans la formation, dans l'enseignement, dans la conception, dans l'ingénierie, voire dans la recherche, je pense que l'alternance suppose qu'on accepte d'apprendre des autres avant de renseigner. Voilà, je vous remercie.
aux questions. À présent, merci. Alors, si des fois le jury tombait en panne, on appellerait la salle. Oui, j'ai peut-être... je peux le remettre en route. Clic. Non. Bah, non, je ne vais pas l'utiliser. Bon, j'ai le micro, donc j'en profite. Moi, j'ai besoin que tu reviennes, s'il te plaît, sur un point que tu as évoqué très vite. Tu as dit... ça a été tout très vite. Tu as parlé de développer des intégrations. Oui. Et je voudrais savoir ce que tu mets derrière. Un des grands processus... comment dire ? Pour moi, un des grands processus systémiques de l'apprentissage est sur la capacité à différencier des niveaux. Par exemple, comprendre que les logiques au niveau des apprentissages ne sont pas les mêmes qu'au niveau de l'organisation, question qui a été posée tout à l'heure, qu'au niveau politique. C'est-à-dire, on peut avoir des logiques tout à fait antagoniques à différents niveaux. Je crois qu'il faut comprendre le sens de ces différenciations. C'est-à-dire être capable de différencier. Avec les ingénieurs en Master 2 en particulier que nous formons dans la formation, c'est une des grandes compétences que je leur demande de travailler, c'est-à-dire leur capacité à différencier. Pourquoi ? Parce qu'on a des logiques extrêmement différentes qui génèrent des tensions, des antagonismes dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors les modèles antagoniques, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on peut repérer au moins une dizaine de formes antagoniques, enfin sur le plan théorique au moins. Après, le tout, c'est de dire, on différencie, certes, mais il faut coordonner. C'est-à-dire qu'il faut arriver à réorganiser, à savoir où sont les ressources, comment on peut prendre là, mobiliser des ressources d'ordre différent pour finalement en faire quelque chose qui va devenir soit un artefact, soit un dispositif, soit une méthode d'action, soit ce qu'on veut, quoi. Et l'intégration, c'est finalement le produit des processus différents. C'est le produit de ces trois processus associés. Différenciation, coordination, intégration. L'intégration, et quand c'est intégré, eh bien je sais. Alors, c'est un mode de lecture ternaire, bien sûr, mais c'est un mode de lecture tout à fait efficace. Je vais l'illustrer sur un plan de mes propres apprentissages. On m'a toujours expliqué que les fonctions du second degré, c'était quelque chose qu'on apprenait à l'école traditionnelle, soit en seconde ou en première, enfin, selon les programmes. Bon, selon un ordre théorique, bien sûr, qui est appris parfois de manière... bon, il faut voir. Je ne sais pas qui se souvient de la manière dont ça fonctionne, ces affaires-là. J'ai eu la chance d'apprendre ça parce que j'ai eu un formateur qui m'a formé à ça. J'ai appris ça à 14 ans. En fait, il m'a fait raconter, au sens de comme disait Noël tout à l'heure, mes expériences de semeur de blé, quoi, de faisant pousser le blé, quoi. Donc, il fallait raconter les engrais, il fallait raconter la terre, il fallait raconter les variables les ingrédients. Bon, il en retient deux. Il met en rapport les quintaux et les kilos d'engrais, et ça vous donne une abscisse, une ordonnée pour faire les choses, quoi, avec tous les logiques, avec tous les domaines de définition et tout ce qui va. Autrement dit, ça, je l'ai appris quasiment sans m'en rendre compte. Je maîtrise, je ne sais plus, ça fait 45 ans, ça maintenant, mais je savais semer le blé. Et je savais aussi mettre en rapport des variables de la production du blé de manière théorique. Donc je prends cet exemple concret. Donc ça, je l'ai intégré. Et il y a 5 ans, je donnais un cours, et c'est vrai. Ce n'est pas une histoire inventée, parce que des fois on en invente, ça nous arrange. Et puis bon, après tout, l'aspect métaphorique est intéressant. J'ai rencontré dans un cours de doctorat une enseignante de mathématiques. Et je prenais cet exemple que je vous raconte rapidement, que j'avais pris beaucoup plus de temps pour le développer. Je prenais cet exemple. Et dans la salle, il y a une dame qui s'adresse à moi, qui me dit « Jean, j'enseigne les mathématiques depuis 10 ans et je viens de comprendre ce que c'est qu'une fonction. » Autrement dit, on peut enseigner quelque chose sans l'avoir intégré. On peut enseigner un savoir sans savoir ce à quoi sert ce savoir.
sais pas si je réponds à ta question, Paul. Sûrement imparfaitement. J'étais fort intéressé par l'exposé, ce que j'ai pas une façon d'amorcer pour une critique virulente. C'est pas donc la séquence miel avant la séquence fiel, mais j'ai une question qui me paraît importante quand on parle de l'alternance, qui est le rapport entre la standardisation et la singularité. Voilà. Parce qu'on a quand même, on est dans un contexte aujourd'hui, notamment dans l'élaboration du cadre européen des certifications, et avec l'obligation faite de construire des cadres de référentiel. Et par ailleurs, on a la singularité des formations. Or, si on est dans un domaine de construction d'enseignement, on est dans un schéma organisationnel qui est de toute façon toujours un système de coopération conflictuelle. Alors, comment se passe cette articulation? Enfin, comment l'alternance invite à construire cette articulation entre standardisation et singularité? Alors, je vais prendre l'exemple des écoles d'infirmières. C'est le plus récent dans ma tête. Qui fonctionnait jusqu'à présent sur une logique de savoir enseigner. C'est-à-dire c'était une alternance relativement juxtaposée, enfin selon les cas, où finalement ce qui se passait sur les terrains de stage n'avait pas grand-chose à voir avec les enseignements développés dans les organisations d'enseignement. En tout cas, c'est ce que les étudiantes m'ont dit, les étudiants aussi. Ils faisaient quelques petits bouts de rapprochement, mais globalement, c'était deux mondes étrangers. Donc là, entre l'ordre des savoirs à apprendre que l'institution légitimement au demeurant souhaite développer et l'ordre des apprentissages et des intégrations plus larges peut-être que les apprenants peuvent faire, il n'y a pas grand-chose à voir. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas, on peut faire beaucoup mieux. Alors, on a travaillé avec elle et effectivement, il s'est mis des choses en place autour de projets conçus entre des responsables professionnels de ce milieu-là et des responsables de formation. Ça a donné quelques résultats. Ensuite est arrivée la logique des compétences. Donc les référentiels de compétences, les 12 grandes compétences là, des nouvelles infirmières, nouvelle génération, s'il en reste un peu quelques-unes pour les former, et s'il en vient, parce que c'est un peu catastrophique. Ces compétences-là, effectivement, bon, il n'y a rien à redire, quoi. Sur le papier, c'est clean, quoi. Sauf que il n'y a pas grand-chose à redire, parce que c'est tellement beau, ces idéaux qu'il faut atteindre. Quelquefois, en plaisantant, je parle des moutons à 5 pattes aux ailes bleues. Mais ça me fait un peu penser à ça, quoi. Or, les situations vécues par les stagiaires, infirmières et infirmiers sur les terrains, aujourd'hui, elles sont catastrophiques. Alors, comment on fait? Comment on fait pour développer des compétences quand la première année d'école d'infirmière, c'est même pas les compétences de l'aide-soignante, quoi. Quand même à l'intérieur du dispositif, si je peux parler de dispositif, certaines accueillantes sur le terrain ne prennent plus le temps d'accueillir pour des raisons idéologiques parfois, expérientielles d'autres fois, organisationnelles d'autres fois. Je vais essayer d'expliquer un petit peu. Organisationnelles, quand les cadres programmatiques de la prescription, j'ai aussi une fille infirmière qui m'explique des choses qui font frémir. Pas rien qu'elle, mais bon, là c'est un travail de proximité. Quand ces cadres programmatiques produisent des dérives, structurelles importantes, c'est-à-dire quand on invente un nombre de processeurs incalculable au nom de la qualité et qu'en final ça génère de la contre-qualité, ça va, quand des dérives pas seulement structurelles, mais aussi fonctionnelles, c'est-à-dire quand moi j'ai fait des études infirmières pour être proche de l'autre avec toute l'idéologie du don de soi encore qu'on trouve dans ces métiers, enfin peut-être moins maintenant, mais bon peut-être exacerbé parfois d'ailleurs, hein, mais des gens qui y croient au moins, quoi, qui ont envie de faire et qui ne peuvent plus faire. Vous imaginez la souffrance que ça peut générer, hein, qui ne peuvent plus faire, c'est-à-dire moi j'ai envie de faire du soin de santé auprès du patient et
je passe les 9/10 de ma journée à faire de la paperasse. C'est comme ça qu'elles le traduisent. Hein. Fonctionnel et contre-productivité humaine quand les dérives structurelles et fonctionnelles additionnées génèrent un désintérêt, un désengagement, une souffrance humaine parfois. Alors je ne dis pas que c'est le cas partout, mais attention, c'est pour ça tout à l'heure quand on parlait d'adéquation, si on prend en compte actuellement l'activité infirmière telle qu'elle se vit pour penser des référentiels, je pense que là, on va dans le mur. Ça veut dire que l'alternance, ce n'est pas simplement s'adapter à une activité professionnelle ou même à un métier le mieux pensé fut-il, c'est aussi avoir une visée formative, éducative. Moi, je parle volontiers d'alternance éducative. Parce que par l'alternance, on peut aussi avoir des intentions de développement culturel, de développement intellectuel, de développement du citoyen, c'est-à-dire faire des grands apprentissages par l'alternance. Ce n'est pas ne pas réduire l'alternance au tour de main, comme le voudraient certaines entreprises parfois. Ne pas réduire l'alternance à une alternance strictement cognitive, comme certains référentiels veulent la réduire parfois. Ne pas réduire l'alternance à une activité, comment dire, simplement activiste, quoi. Le faire de bas étage. Enfin, je sais pas si c'est clair, qui est hautement respectable par ailleurs. Puisque ce faire de bas étage, c'est justement à partir de ce faire qu'on peut accéder à des valeurs, à des valeurs culturelles, à des grands savoirs humains, apprendre à travailler ensemble, apprendre à coopérer, apprendre à collaborer, apprendre à penser les choses autrement. Je ne pense pas qu'en rentrant dans des modèles injonctifs, normatifs, à des processus d'adéquation de trop bas étage, si j'ose dire, qu'on va réinventer le monde, quoi. Je crois qu'actuellement, on s'enfonce justement professionnellement dans ces logiques, dans ces formes de rationalisation qui appauvrissent, enfin qui peuvent parfois peut-être contribuer à appauvrir. Ce n'est pas la seule raison. Donc aujourd'hui, il y a le concept de professionnalisation qui est fort à la mode, mais je pense que les modes de rationalisation et les formes de rationalité issus de nos travaux et des travaux qu'on mène là-dessus sont vraiment à interroger, quoi. Parce que moi, si c'est prendre le train de la professionnalisation pour aller vers des modèles qu'on voit se développer actuellement dans certaines professions, je ne signe pas. Je ne signe pas. Parce que ça assèche. Donc l'alternance, je pense que l'alternance, ça ne doit pas conduire à un appauvrissement, quoi. Et donc, avoir cette véritable stratégie d'alternance éducative, formative certes, mais éducative pour la ranger au même niveau qu'un grand projet éducatif national, que le projet républicain un peu tel qu'il est fait en France. Et je crois que la grande chance de l'alternance aujourd'hui, Noël l'a dit, je crois que c'est André Jay qui avait prononcé le premier, je ne sais pas s'il l'a emprunté à quelqu'un ou pas, je n'ai pas remonté aux sources, mais l'alternance aujourd'hui est devenue une véritable alternative éducative. N'en faisons pas quelque chose de pauvre. C'est-à-dire un autre moyen, un autre chemin. Et vous avez eu ce matin devant vous 2 personnes, ça se trouve qu'on planche l'un à la suite des autres, mais qui sont des représentants de cette alternative, d'ailleurs la voie promotionnelle la plus totale. C'est-à-dire que, moi, ma maîtrise, mon DEA et ma thèse qu'aurait sans doute pu être beaucoup meilleure si j'avais eu plus de temps, mais tant pis, je l'ai fait. Je l'ai fait quand j'étais directeur de maison familiale, j'avais 20 salariés à assurer les fins de mois, et puis je l'ai fait après quand j'étais responsable pédagogique à Shingy, ou quand j'étais dans ces murs à négocier avec le ministère pour savoir comment passer d'une alternance éducative à une alternance objectivée par la pédagogie par objectif. Ça a été dur. Ça a été dur. J'ai peut-être une question. Question, oui. Oui, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu, parce qu'on n'en a pas encore entendu parler. Oui, on n'a pas encore entendu parler depuis ce matin de l'évaluation des compétences professionnelles dans les dispositifs en alternance. Ça devient intéressant. Oui, parce que je pense que c'est vraiment bon pour mener aussi des activités dans le cadre de l'alternance. Bon, l'évaluation des compétences.
Alors ma question, c'est qui est autorisé à finalement à valider ces compétences? Quels sont les problèmes que ça pose? Comment on peut régler cette question de l'évaluation des compétences professionnelles dans ces dispositifs? Voilà, c'est un peu large. Si tu as je vais être très prudent sur ma réponse parce que on a effectivement, si c'est une question, c'est qu'on n'a pas les réponses. Et je les ai pas non plus. L'évaluation, déjà, pour être très très simple là-dessus, c'est que je pense que le travail épistémologique sur le sens de l'évaluation, il n'est pas assimilé par tous les acteurs de l'alternance, pas plus dans l'alternance qu'ailleurs. C'est-à-dire on confond allègrement évaluation et contrôle, et que le contrôle entre des processus tout simples, j'enseigne, donc tu apprends, donc je contrôle ce que tu apprends et je vérifie si ça correspond à ce que j'ai enseigné. Bon, je caricature à outrance, mais ce processus de contrôle-là, il n'a jamais aidé les autres à apprendre, enfin, de mon point de vue en tout cas. Donc l'évaluation, bon, il y a quand même valeur dans l'évaluation, il faut quand même rechercher ce qui vaut, rechercher ensemble ce qui vaut, et donc ça pose la question de l'autorisation à évaluer. Et dans l'alternance, effectivement, l'apprenant, à mon avis, il faut que l'apprenant il soit faut qu'il soit aidé et mis en mesure de s'auto-évaluer. Moi, c'est un travail que je fais souvent avec eux. Ce que je leur demande, c'est de réfléchir, surtout en fin de parcours, ce que j'appelle avec eux des sauts qualitatifs. Alors, je prends des exemples avec eux, des changements de posture, c'est-à-dire des bifurcations dans leur parcours, où par exemple, quand ils sont passés de formateur à ingénieur, à quel moment ça s'est opéré. Et c'est très intéressant à regarder parce que ces micro-bifurcations, c'est à l'occasion de micro-événements qui sont liés à leur situation professionnelle ou de stagiaire, qui fait qu'à un moment donné, le regard a changé, par exemple. À partir de quel moment on ne les a plus considérés comme formateurs, mais comme ingénieurs? C'est-à-dire connaître, être capable de faire avant d'être reconnu. Je crois que tu auras du mal à inverser l'ordre, enfin, de mon point de vue. Mais c'est sans doute possible aussi. Reconnaître qu'un apprenti, c'est quelqu'un qui est là pour apprendre, c'est déjà important, quoi. On sait qu'il ne connaît pas, mais reconnaître qu'il est là pour apprendre, quelquefois, c'est le b.a.-ba qu'on a oublié, quoi. Alors, donc, le premier acteur, c'est d'aider l'apprenant à s'auto-évaluer. Si je n'ai pas conscience de mes insuffisances, enfin là, j'enfonce des portes ouvertes, si je n'ai pas conscience d'où je pars, si je n'ai pas conscience de ce vers quoi je vais, si j'en ai pas une idée un peu, au moins imaginer, c'est-à-dire je peux pas m'organiser stratégiquement pour piloter ma formation, quoi. Et donc cette appropriation de la formation dans l'alternance, cette aide à l'appropriation et à l'évaluation me paraît essentielle. Bon, ça c'est le premier niveau. Après, évidemment, l'entreprise ou le monde professionnel, on va dire ça plus largement, peut y retrouver son compte. Est-ce que cette personne que j'ai pris comme stagiaire pour être ingénieur de formation, des métiers que tu connais, est-ce qu'il est capable de... Je pense que nos dispositifs sont très bons là-dessus. Parce que ce qu'on a monté ensemble, M1, M2, sur des modèles d'alternance différents, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais sur des espaces-temps, rythmes différents, qui présentent des modèles d'alternance différents, qui génèrent des effets différents, eh bien, favorisent plus ou moins la connaissance et la reconnaissance professionnelle. En fait, le professionnel qui évalue au moins dans des métiers de ce type, il ne va pas avoir une grille d'évaluation en 25 points. Il va dire en gros, est-ce qu'il est capable de faire ce que je lui demande de faire, quoi. Est-ce qu'il est capable d'inventer des choses un peu innovantes dans l'entreprise? Et nous, dans les métiers de la formation, ce qu'on observe, c'est que dans les M2 en tout cas, en particulier, c'est qu'ils ont tous des missions impossibles, quasiment. J'appelle ça mission impossible. Alors les étudiants au début, ils disent, enfin les étudiants qui sont des professionnels pour la plupart, ils disent, oui mais on n'arrivera jamais à faire ça. Et effectivement, quand on regarde de près ce que sont les missions, eh bien, c'est souvent des choses que l'entreprise n'a pas réussi à faire. Non mais c'est vrai. Ou qu'elle rêve de faire depuis longtemps. Et elle n'a pas su trouver ni la ressource, ni le temps, ni la volonté pour développer cette nouvelle activité. Il y a quand même un enjeu majeur dans un développement d'organisation. Eh bien, le pire, c'est que c'est les stagiaires qui le font. Et ils le réussissent dans 4/5 des cas, voire dans 9/10 des cas, avec une stratégie de formation adaptée. Je pense que notre stratégie est bonne de ce point de vue. Et je parle à Anne-Catherine, là, parce qu'on travaille ensemble sur ces projets-là. Et donc, l'évaluation de l'entreprise, c'est le regard, c'est la reconnaissance que l'entreprise porte, ou l'entrepreneur porte sur le travail de ce stagiaire. Et effectivement, on a au moins la moitié des stagiaires de M2 qui sont embauchés dans l'entreprise, quoi.
Alors, par contre, l'auto-évaluation du stagiaire peut fonctionner à l'envers. Les gens qui sont en stage, qui ont fait leur stage dans l'entreprise de départ, en général la quittent à l'issue de la formation. Ça, c'est intéressant d'observer ça. Ça veut dire qu'ils ont développé une auto-évaluation de ce qu'était l'organisation dans laquelle ils étaient, et que comme l'organisation a du mal à changer son regard sur eux, ils considèrent toujours comme des formateurs. Comme eux, ils voient d'un autre œil la formation, ils ont été formés pour être ingénieurs et qu'ils ne peuvent pas développer leurs nouvelles compétences, eh bien, ils partent. Voilà, ça, c'est des effets de l'alternance. Et pour moi, c'est des indicateurs de la pertinence de l'alternance. C'est-à-dire quand elle permet des transformations, qu'elles soient organisationnelles, qu'elles soient humaines. Et puis après, il y a la question de l'évaluation des standards. Je ne sais pas comment, pour nous, en master, c'est à partir du mémoire. Hein. Le mémoire, c'est 60% de la note. On a des unités de travail, des unités de sens où c'est noté de manière un peu classique. Bon, quand les étudiants ils travaillent, c'est noté. C'est des UE qu'on a montés nous-mêmes. Donc on a conçu nos référentiels de savoir et de compétences, au moins. Et donc, après... l'évaluation, c'est trouver dans tout ce travail singulier et particulier les transversaux d'un métier, quoi. Alors, je ne vais pas vous les nommer tous, mais dans ma tête, le métier d'ingénieur de formation, en gros, c'est 4 ou 5 grands transversaux. Ça me suffit largement pour évaluer. On le fait avec des professionnels. Quand on est à peu près d'accord là-dessus, on délivre, quoi. Et vous savez ce qui se passe après, par un coup de baguette magique, on transforme toute cette hétérogénéité en une forme homogène. Tout ce qu'il a fait pendant 1 an, 2 ans, ça devient un 16. Il y a un instant magique là, que j'aime bien. Ça peut être un 12 ou ça peut être un 18. Hein. D'accord. Une demande de petite question. Oui, j'ai particulièrement apprécié effectivement votre introduction sur les tensions antagonismes, y compris bien sûr politiques, évidemment dans lesquelles on est complètement impliqué. Et je le mets en rapport avec votre passage sur les référentiels, qui effectivement est un objet de préoccupation pour nous. Bon, j'ai tendance, moi, à considérer effectivement que ces référentiels, enfin en tout cas dans la réflexion qu'on mène sur les référentiels, c'est avant tout un objet social, un objet démocratique aussi, puisqu'il est manipulé par tout un ensemble d'acteurs, et ces acteurs effectivement le transforment et sont là-dessus. Donc je crois qu'il faut déjà être, à mon avis, déjà dans cette préoccupation-là. Et dans ces référentiels, si je schématise très clairement, référentiel métier, référentiel de certification et référentiel de formation, on voit bien que votre introduction, elle montre bien l'enjeu qu'il y a derrière ces référentiels. Grosso modo, on voit plein de professionnels qui comprennent un peu ce qu'on écrit quand on parle de nos référentiels métiers, et dès que l'on passe au référentiel de certification, on passe dans un obscurantisme qui peut être traduit effectivement comme une forme de pouvoir de l'institution pour être le moins lisible possible. Pour certains, je schématise, mais enfin, en tout cas, c'est une vraie préoccupation parce que la plupart des formateurs, des tuteurs, quand ils reçoivent un jeune qui doit en même temps réussir à un diplôme, et qu'eux, ils doivent être effectivement confrontés à cette mise en situation professionnelle de jeunes, et qu'en même temps, il faut lui donner les moyens d'accéder à ce diplôme, on voit des tuteurs qui sont très désemparés parce qu'ils ne savent plus quoi lire, quoi. Enfin, c'est très compliqué à lire, etc. etc. Donc l'orientation qu'on peut avoir, c'est effectivement cette notion de lisibilité de ces référentiels, et de lisibilité par tous. Par tous. Ouais. Et en même temps, la deuxième question qu'il y a derrière, ça pose pas, à mon avis, tant la question du référentiel métier qui doit être décrit avec une granularité plus ou moins fine, plutôt l'articulation effectivement entre ces référentiels. Je crois que c'est ça qui doit être important, enfin les deux axes qui me semblent, c'est la lisibilité et en même temps l'articulation. Qu'on ne perde pas le fil du référentiel métier, y compris qu'on lise très bien les épreuves de certification à travers ce référentiel métier. Ça me semble... Alors je ne sais pas ce que vous pensez un peu de ces approches-là. Et évidemment, je termine par là, le dénominateur commun, l'unité d'analyse qui nous semble à peu près commune un peu à ces types de référentiels, enfin celui sur lequel on est engagé, ce sont effectivement les situations professionnelles de référence
décrites effectivement dans tout un ensemble de choses, dont les savoirs effectivement qui peuvent les nourrir, évidemment. Bon, je crois que je ne sais pas si je vais en rajouter. Je pense que là-dessus, ce que je pourrais dire, c'est effectivement, il ne s'agit pas de nier la fonction sociale du référentiel. Il faut bien qu'il y ait quelque chose au-dessus de nous ou à côté de nous qui nous dise, ce métier, des gens se sont réunis, c'est une conférence de consensus, je ne sais pas, pour dire, voilà, ça sera ça, c'est ça à peu près. Sauf que, quand même, moi j'ai participé à la construction de référentiels et j'ai assisté à des scènes scandaleuses que je ne décrirai pas ici, je ne dirai pas où c'est, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne sont pas toujours bien faits. Ils ne sont pas toujours conçus de manière convenable. Je ne revendique pas le parfait, mais même de manière convenable. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Bon, c'est le premier travail, c'est-à-dire interroger la qualité de la conception de ces référentiels et le sérieux de leur co-construction me paraît essentiel. Mais derrière, il y a des enjeux de pouvoir, il y a des enjeux institutionnels, il y a des enjeux simplement de participer à la réunion auquel c'est fait, quoi. Enfin, c'est tout bête, quoi. Bon, après, le deuxième niveau, c'est effectivement de former les concepteurs, responsables, directeurs, ingénieurs de formation, voire les formateurs. Je parle pour les métiers que je connais, mais pour d'autres métiers, c'est exactement la même chose. C'est de former ces responsables de formation à leur propre conception de la formation, enfin prendre conscience de leur propre conception de la formation pour les aider à, j'allais dire tout simplement, ne pas prendre pour argent comptant un référentiel standard. Parce que la posture qui consiste à dupliquer ces standards pour les reproduire localement est une erreur. Ça génère dans tous les cas, mais je n'ai pas de contre-exemple. Ça ne marche pas, quoi. Alors, et c'est en même temps, je crois, savoir que c'est l'attitude la plus souvent déroulée, parce qu'elle est sécurisante. Attendez, vous voyez, dans le monde infirmier, où les gens sont dociles, dévoués, j'utilise les mots vraiment les plus forts, eh bien, ils vous disent, mais comment on peut s'inscrire, comment on peut négocier ça? On doit appliquer ça. Vous voyez, c'est renforcé par des dimensions culturelles, par exemple. Et ça les conduit à des situations qui deviennent ingérables. Pour les étudiants, pour les apprenants, pour les formateurs, c'est sûr aussi parfois. Donc là, il y a vraiment un travail, c'est-à-dire de distanciation vis-à-vis de ces... Bon, reconnaître leur fonction sociale, c'est tout à fait légitime. Après, ce qu'il faut reconnaître, c'est la particularité de notre situation. Si vous êtes dans une école d'infirmières de la Croix-Rouge à Roubaix, vous n'êtes pas du tout dans la même situation que si vous êtes dans une école d'infirmières au CHR de Lille, qui dépend d'un établissement unique. Le métier, il est différent. Les valeurs sont différentes, l'histoire sont différentes. S'il n'y a pas une reconception locale de ce métier-là, en fonction de l'origine, de la culture, de l'histoire locale de cette institution, de cet IFSI à Roubaix ou de cet IFSI du CHR à Lille, ça n'est pas la même chose. Et vivre le métier d'étudiant quand on est stagiaire au CHR de Lille, c'est pas la même chose que de vivre le métier d'étudiant infirmière quand on est stagiaire à la Croix-Rouge. Ça, je peux vous le garantir aussi. Donc, mais en finale, eh bien, ils ont tous le même diplôme d'infirmière. Alors là, voilà. Donc, vous voyez ce travail de différenciation et des enjeux locaux, des enjeux des systèmes apprenants, des enjeux organisationnels spécifiques et des enjeux de la reconnaissance sociale de cadres prescrits de la formation qui sont, encore une fois, tout à fait légitimes. Comment le travail de conception consiste bien à comprendre les niveaux logiques, voire les tensions logiques, les antagonismes entre ces logiques, pour bien, finalement, à un moment donné, trouver l'intelligence suffisante pour les mettre dans un modèle que j'appelle convenable. Convenable localement. Alors on peut le finaliser par les ordres qui sont donnés, on peut le finaliser aussi par l'intérêt des apprenants. Eh ben, mon boulot d'ingénieur, c'est de concilier les deux, que je veuille ou non. Je me débrouille. Une question. Ben on peut peut-être faire les deux au sens où on pose que les questions pour l'instant. Juste Anne, vas-y. Puis après, et la salle. Je me permets d'enfreindre les règles du président. Vite sur les micros.
C'était le mien. Les questions nous intéressent autant que les réponses. Hein. Voilà, donc je prends quelques questions dans la salle. On a de salle intervenante qui répond globalement. On se confie à cette dernière question que j'ai posée. Qui souhaite prendre la parole? Votre soif de savoir est moins grande que votre souci de manger. Voilà, ça passe. Une seule question. Il y a des gens pour l'après-midi aussi. Oui, une question que je voulais vous poser. Vous avez évoqué l'aspect de l'évaluation du rôle du tuteur ou du maître d'apprentissage. Et pour m'être occupé pas mal d'apprentissage à une époque, j'ai souvent constaté que les tuteurs sur de la notation, le cadre du contrôle en cours de formation, au pied des machines ou au pied des situations, ont tendance à sous-noter leurs apprentis très fréquemment. Alors, est-ce que c'est simplement un comportement ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut agir autrement, quoi? Peut-être que si on prenait la question de Guy, moi j'ai envie d'en poser une, c'est qu'est-ce que ça nous dit ça, cette remarque de Guy sur l'alternance, et qu'est-ce que ça te dit à toi? Qu'est-ce que ça me dit? À moi? À partir de là. La question. Je suis pas sûr. Pas tant la réponse à la question que, au fond, qu'est-ce que ça nous interroge? Une remarque comme celle-là. Bah, ça interroge, pour moi, la première réaction qui me vient, c'est toute la singularité de la forme et de la fonction tutorale et la représentation de l'évaluation au pied du mur, quoi. Peut-être que ce qui se passe très souvent, pour l'avoir observé et compris parfois, mais bon, c'est toujours un peu difficile, je ne suis pas sûr que tous les tuteurs prennent leurs décisions en fonction de la réalité vécue. Quelquefois, ils prennent leurs décisions en fonction d'une réalité véhiculée, c'est-à-dire vécue par eux-mêmes dans une autre circonstance. Je vais vous donner un exemple qui me surprend toujours pour avoir travaillé beaucoup avec les infirmières tutrices. Quand on s'intéresse à leur parcours, elles évoquent souvent les difficultés qu'elles ont eues quand elles étaient elles-mêmes en stage. Parfois leur souffrance et l'insuffisance de l'accompagnement, l'insuffisance de l'accueil. Mais vous ne les arrêtez pas quand elles parlent de ça. Elles sont aujourd'hui elles-mêmes tutrices. Et quand vous interrogez les étudiantes de ces tutrices, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des grands progrès qui aient été faits. Eh bien, je crois que les progrès se font à l'envers. Il y aurait je ne sais pas où ça va se loger, ça. Moi, je ne sais pas répondre à ça. Mais tout se passe, ou se passerait, je vais être encore plus prudent, comme si, ayant vécu une expérience négative de l'accompagnement, je la reproduis aussi difficilement quand je suis moi-même en responsabilité de le faire. Alors, c'est pas facile. Le tuteur qui est dans l'entreprise, parfois, moi je soupçonne certains tuteurs en entreprise de ne pas développer les compétences de là où il faudrait qu'ils les développent, mais de fonctionner sur un modèle qu'ils ont importé de leur expérience préalable. C'est-à-dire ils fonctionnent dans l'entreprise comme eux-mêmes ils ont été traités ou comme ils ont fonctionné dans l'école. Alors là, je crois qu'il n'y a pas
à mon avis, il n'y a pas de formation pour régler ça. Le premier réflexe, c'est la revendication de formation. On l'a entendu tout à l'heure. À mon avis, ça ne sert pas à grand-chose. Sauf si la formation consiste effectivement à mettre en commun ces expériences et la manière dont on réagit, c'est-à-dire à générer quelque part une élucidation, une explicitation en fonction des situations, et puis aider les gens à prendre conscience que peut-être qu'on pourrait faire autrement, que ça ne serait pas plus coûteux, quoi. Ça serait sans doute beaucoup moins coûteux et ça serait beaucoup plus productif, quoi. À ce micro-niveau, en tout cas, moi j'en suis presque sûr. Ça serait beaucoup plus productif pour tout le monde. Bon, voilà, enfin je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est extrêmement difficile, quoi, parce que je pense que dans les modèles traditionnels, je crois qu'on fait un peu trop comme si tout était à plat, quoi. C'est-à-dire, il y a un écrasement des niveaux, il y a un écrasement des logiques, tout doit être clair, net, précis, et puis on s'imagine que c'est redéployé, que c'est conçu, conduit, construit de la même manière. Eh bien non. Cette singularité comportementale, alors je vais revenir à la casquette, hein, pour répondre à cette question. Moi, je pense que faire ce que vous avez appelé éducabilité, moi, je n'ai pas parlé d'éducabilité, hein, j'ai parlé d'éducation, tout simplement. Ce que vous avez appelé éducabilité, je pense qu'il y a des codes dans l'entreprise, il y a des cultures. Noël en a parlé ce matin. Effectivement, dans la classe aussi, dans l'amphi aussi, il y a des codes. Donc l'intégration de ces codes, qu'il s'agisse de la casquette ou des vêtements ou des choses, bon, avec des zones de tolérance, mais il y a des codes. Je ne pense pas que ces codes, on ne peut pas passer son temps à travailler seulement sur ces codes, quoi, et à dire aux gens enlève ta casquette ou mets ta casquette, peu importe. Je pense que si ça, c'est pas précédé d'un travail qui mobilise les gens vers quelque chose, quoi, c'est-à-dire sur un travail énergétique et pas simplement informationnel ou en termes de savoir, quoi. Enfin, le savoir, c'est quand on vous le donne, c'est de l'information, c'est du bruit, quoi. Ce bruit-là, s'il ne résonne pas quelque part dans un projet, dans une envie, dans un désir, appelez ça comme vous voulez, bien que ça ne soit pas du même ordre, ça ne peut pas marcher. Donc à un moment donné, je pense que ce travail au plus près de ce que j'appelle la zone expérientielle, voire existentielle, dans certains cas, devient presque nécessaire. Alors la frontière entre formation et thérapie, après, en tout cas, ce que je sais, c'est que pour avoir tenté de repousser ces limites-là parfois, enfin, essayer de prendre en compte ces domaines-là, même si c'était un peu risqué, je crois que là, on peut y aller. On parle beaucoup aujourd'hui de développement professionnel. Je crois qu'il faudrait vraiment travailler le concept du soi professionnel ou du soi comme professionnel, quoi. Je crois que certains auteurs ou certains sociologues même commencent à s'intéresser à cette notion-là. Je pense que avant et au-delà de l'acteur, il y a aussi un sujet, quoi. Il y a un subject, quoi. Il y a des choses cachées. On avait fait un symposium là-dessus à Genève sur les zones d'ombre, les faces cachées, enfin. Et je crois que ce qui est lié au sujet, effectivement, et on se rend compte que dans les formations pour adultes, chez les publics dont j'ai parlé tout à l'heure, si on n'arrive pas à mettre des mots, à mettre de la sécurité, à mettre de la relativité sur ces expériences lourdes, ce que j'ai appelé des casseroles à un certain moment, on ne redéclenche pas des processus d'apprentissage. On ne redéclenche pas des processus de développement professionnel. Tant que ça, c'est pas réglé. Mais ça, c'est pas dans les référentiels, hein. Après, on en fait ce qu'on en veut, mais autrement dit, c'est la formation. Dans ce cas-là, je reprends un peu les thèses de Noël, hein, quand je redis ça à ma manière. Je reprends un peu les thèses de Noël. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se méfier. Je crois qu'on s'intéresse à des formes de rationalisation intelligente de l'alternance, voire à proposer des modèles pédagogiques un peu pensés de l'alternance. Je crois que c'est le boulot de chercheurs, d'éducateurs, de formateurs et d'ingénieurs. Sauf qu'il faut vraiment le faire de manière intelligente, quoi, de manière inventive. Si on passe son temps à reproduire des modèles tout faits, ou si on passe son temps à faire de l'adéquation pauvre, par exemple, de bas niveau, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne va pas trouver de solution à nos problèmes, quoi. C'est pas possible.
Donc, bon, il y a peut-être un petit peu d'utopie derrière tout ça, mais enfin, en tout cas, moi, j'en ai bien vécu et expérientiellement, ça m'a beaucoup apporté. Je crois qu'il y a des possibles qu'on sous-estime. L'alternance ouvre un champ des possibles qui est encore sous-estimé, même si ça n'a pas toujours bonne presse. Vous avez parlé des publics en difficulté ou en bas niveau de qualification. Vous voyez cette représentation sociale. Ben non, c'est un autre public. C'est un public qui n'a pas pu, comme moi, on m'a catégorisé là-dedans. On avait fait le pari que j'étais pas capable de suivre les enseignements du collège. Bon, à l'époque, j'ai accepté. Mon père était paysan, donc je devais devenir paysan. C'est ça qu'il y avait dans la tête de cet enseignant. C'est clair. Donc, ben voilà, c'est comme ça. Mais je crois que la plupart de ces publics, je crois, ne méritent pas qu'on leur colle l'étiquette de public en difficulté ou de public, parce qu'on stigmatise, quoi. On les enferme dans des catégories, quoi. Et je crois qu'il y a une vraie alternative. La thèse de l'alternative aux toute école me paraît essentielle. Tout le monde n'apprend pas de la même manière. Tout le monde ne se développe pas de la même manière. On a besoin de ressentir. Il y a des gens qui intellectualisent très bien, qui réussissent. Le système français éducatif, transmissif, il n'est pas mauvais. Il y a beaucoup de pays qui nous l'envient. Mais je pense qu'il faut qu'on offre aussi un peu de variété, quoi. Et que l'alternance est une opportunité absolument magistrale. Eh bien, merci. Retour pour 13h45, ce qui signifie qu'on est là. Vas-y, bien sûr.